d'avoir parmi nous ce soir Serge Herzberg pour vous présenter. Il est médecin nutritionniste et épidémiologiste, professeur de l'université Sorbonne Paris-Nord, également directeur de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM, l'ERN, également membre du Haut Conseil de santé publique depuis 2001. 2007. Un peu plus tardivement. Mais... Ok. Et puis également ancien directeur du programme national nutrition santé, le fameux PNNS. Donc vous avez été directeur de 2001 à 2018. C'est ça. Et c'est également l'auteur du livre Mange et tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire. Pour lequel je n'ai pas de droit d'auteur, ils sont tous versés à des fondations, donc ça n'a pas été écrit pour arrondir mes fins de mois. Voilà, donc ce soir, on vous propose le programme suivant. Ce sera en deux parties. Donc d'abord, on fera un petit tour de table des participants. Première partie, on va plus se concentrer sur la description du Nutri-Score. Donc dans un premier temps, vous pourrez peut-être nous raconter un peu votre parcours. Qu'est-ce que c'est le Nutri-Score, sa genèse et également son fonctionnement. Donc ce sera une partie à peu près en 30 minutes. Et puis deuxième partie, ce sera donc modérée par Maëlys. Ça durera un petit peu plus longtemps parce que ce sera sous forme de débat-discussion. Vous pourrez un peu plus prendre la parole. Et donc ça traitera du Nutri-Score comme affaire publique et cet outil qui a été assez mis à l'épreuve par les lobbies agroalimentaires. Voilà. Donc on va faire un tour de table. Là ils sont assez nombreux. Oui. On va faire un système un peu de main levée juste pour donner un peu un horizon et une idée à professeur Herzberg de qui il y a dans la salle. Peut-être qu'on peut faire les internes de santé publique à main levée pour avoir un peu une idée. Même si je pense que vous êtes en force ce soir. Et puis après on peut faire du coup les membres des ateliers Mercure peut-être. Aussi, il y en a aussi qui sont là. Et peut-être qu'on peut faire aussi du coup les professionnels de santé, parce qu'il y en a qui pourraient avoir aussi une idée des profils, ceux qui sont en exercice tous les jours, et puis plutôt ceux qui sont impliqués sur la santé publique. Comme ça vous donne un petit peu une idée. Parfait. Et les autres peut-être. Et puis il y a les autres après. Super. Bon bah si c'est bon pour vous. Hop. Donc on va commencer cette première partie pour décrire un peu le Nutri-Score. Oui, allez-y, tout à fait. Est-ce que d'abord vous pourriez commencer en nous présentant un petit peu votre parcours? Bien, vous l'avez rappelé, hein, moi je suis un médecin de formation, il y a déjà bien longtemps j'ai fait des études de médecine et je suis d'une génération qui est celle de la naissance de Médecins sans frontières, Médecins du monde, donc j'ai un parcours plutôt au départ dans les pays du Sud, j'ai travaillé dans les différents continents et j'ai découvert la santé publique, puisqu'à l'époque où moi j'étais étudiant, il n'y avait pas d'enseignement de santé publique. On ne parlait de prévention qu'au travers essentiellement des problématiques de vaccination, mais ça ne s'enseignait pas. Et donc j'ai découvert la santé publique sur le terrain. Et après quelques années de travail donc dans les pays du Sud, j'ai décidé de me former. Il y avait peu de formation à l'époque, je me suis formé moi-même. J'ai eu la chance de rencontrer celui qui est devenu mon maître, un pédiatre, le professeur Henri Dupin, qui était vraiment aussi un pionnier de la santé publique. Et donc, je me suis formé un peu sur le tas à la santé publique, à l'épidémiologie. Donc, je suis médecin épidémiologiste. Je me suis spécialisé en nutrition, donc je suis devenu nutritionniste. Et j'ai développé une carrière de chercheur, puisque j'ai dirigé en effet une équipe de recherche rattachée à l'INSERM, l'INRAE, le CNAM et l'Université Sorbonne Paris-Nord, et une carrière d'acteur de santé publique. Donc j'ai eu la chance de vivre un continuum qui va depuis la recherche à l'action de santé publique. Et entre autres, donc, comme vous l'avez rappelé, j'ai présidé le programme national nutrition santé pendant les 3 premières phases de ce plan. Donc, je suis maintenant émérite, j'ai passé le relais à mes collègues un peu plus jeunes, mais je continue bien sûr à m'impliquer, notamment pour aider mon ex-équipe à faire face à certaines problématiques en termes de santé publique,
de diffusion des messages. C'est pour ça que je suis ravi d'être ici et je voudrais vraiment vous remercier pour votre invitation et l'opportunité qui m'est donnée de fournir quelques éléments d'information et de réflexion sur le Nutri-Score. C'est aussi pour moi une grande première ce soir parce qu'en 40 ans, j'ai dû faire des milliers de présentations dans différents domaines, mais c'est la première fois que je le fais en chaussettes. Donc, je vous remercie, ça me permet d'avoir aussi une autre expérience. Donc voilà un petit peu mon parcours de médecin, chercheur et acteur de santé publique. Et donc, depuis une trentaine d'années, je me suis frotté quand même à toutes ces problématiques de la difficulté de mettre en place des actions de santé publique, même si elles sont scientifiquement validées, même si elles sont utiles à la population, à partir du moment qu'elles s'opposent à un certain nombre d'intérêts économiques. Et j'ai acquis une certaine expérience sur les problématiques liées au lobbying, alors dans le champ de l'alimentation et de la nutrition, mais qui peut s'extrapoler à beaucoup d'autres domaines de la santé publique. Merci pour cette présentation. Vous avez un parcours d'une énorme richesse et vous en êtes venu à développer le fameux Nutri-Score. Est-ce que vous pourrez nous présenter cet outil? Alors oui, je vais essayer donc de vous présenter, je vais m'appuyer un peu sur les diapositives que j'ai adressées pour un peu essayer d'illustrer. Donc en fait, Nutri-Score est apparu sur les fonds baptismaux publics en 2014. En fait, en 2013, en tant que président du Programme national nutrition santé, la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, qui venait d'arriver au ministère, souhaitait booster sa stratégie nationale de santé et donc m'avait demandé de faire un rapport pour essayer de fournir des propositions pour relancer cette nouvelle politique nutritionnelle de santé publique qu'elle souhaitait mettre en place. Après plusieurs mois d'auditions de collègues, de regarder les expériences qui avaient lieu dans d'autres pays, j'ai rendu un rapport volumineux avec 15 propositions qui ne sont pas des propositions originales, hein. C'est repris des choses aussi qui étaient dans l'air du temps déjà il y a près une quinzaine d'années. Et donc, parmi ces 15 propositions, la ministre m'a dit elles sont toutes intéressantes, elles sont très difficiles à mettre en place puisqu'il y avait aussi bien des réglementations sur la publicité, donc pour interdire la publicité et le marketing pour des aliments qui ne sont pas favorables à la santé. Il y avait une proposition qui visait à rendre plus accessibles économiquement des aliments de bonne qualité nutritionnelle, donc avec des systèmes de subvention et de taxation. Donc il y avait beaucoup de propositions qui nécessitaient une volonté politique, et entre autres, il y avait dans ces 15 propositions le logo coloriel. À l'époque, il ne s'appelait pas encore Nutri-Score, il s'appelait logo 5 couleurs, le logo 5C. Et la ministre m'a dit, toutes vos propositions sont très intéressantes. On va en retenir une, et ça va déjà être assez difficile pour réussir à la mettre en place. On va prendre le logo nutritionnel. Alors pourquoi? Si on regarde au-delà du discours policé du ministre, c'est que ça a l'avantage, le logo nutritionnel, c'est que c'est quelque chose quand même qui, pour un politique, est assez porteur. D'un autre côté, ça ne coûte rien à l'État. Et vous voyez, c'est différent quand on met des problèmes de régulation fiscale, par exemple, ou autre. Donc, cette mesure, c'est celle qu'elle a retenue et elle a décidé de la mettre dans la loi de santé publique qui devait être votée en 2016. Donc, on est en 2014. Elle envisage de mettre cet ancêtre du Nutri-Score, mais qui était vraiment le Nutri-Score tel qu'il est. Simplement, c'était un prototype, c'était un peu moins artistique que celui que vous connaissez, mais c'était le même principe, les mêmes modes de calcul, etc. Et donc, il va y avoir une bataille très importante. En 2016, après beaucoup de difficultés, la ministre arrivera à faire voter à l'Assemblée nationale l'inscription dans la loi de santé du Nutri-Score, puisque là, en 2016, il devient le Nutri-Score, sans qu'on dise réellement la forme directe du logo. Donc le principe d'un logo type Nutri-Score est adopté, et il faudra quasiment 2 années de plus pour que l'arrêté, le décret qui permet d'officialiser la forme graphique et le mode de calcul du Nutri-Score soit officiellement adopté. Donc il sera adopté en fait en France le 31 octobre 2017 et fera l'objet de la signature d'un arrêté interministériel. Et ça, c'était une prouesse à l'époque du ministère de la Santé, de réussir à associer le ministère de l'Agriculture, on y reviendra, mais qui est souvent très proche des lobbies, donc qui s'oppose assez souvent aux mesures de santé publique, et puis le ministère de l'Économie et des Finances.
Donc en 2017 est adopté le Nutri-Score avec deux objectifs. Le premier, c'est d'aider les consommateurs au moment de leur acte d'achat, grâce à un logo qui soit simple, intuitif, compréhensible par tous, de juger de la qualité nutritionnelle globale des aliments, de pouvoir comparer les aliments entre eux pour pouvoir permettre aux consommateurs, alors s'ils le souhaitent, d'orienter ses choix au moment de son acte d'achat vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, plus favorables à sa santé. Puis il y a un deuxième objectif qui visait à pousser les industriels à reformuler leurs produits avec l'intérêt pour eux d'avoir un meilleur positionnement sur l'échelle du Nutri-Score, mais évidemment pour les consommateurs d'avoir accès à des aliments qui soient un petit peu moins gras, un peu moins sucrés, un petit peu moins salés. Donc on a vraiment deux objectifs complémentaires et c'est un outil qui était présenté comme directement utilisable par le grand public, mais également par les professions relais, notamment par les professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge de patients ou dans les conseils nutritionnels qu'ils peuvent donner à leurs personnes avec qui ils sont en contact. Alors bien sûr, il faut d'emblée dire que le Nutri-Score à lui tout seul, ce n'est pas ce qui va permettre de résoudre tous les problèmes de nutrition, mais c'est un outil simple qui peut permettre de contribuer à réduire le risque de maladie. Alors pourquoi en fait, puisque vous me posiez la question sur la genèse du Nutri-Score, pourquoi développer un logo nutritionnel? Pourquoi avoir développé le Nutri-Score? Bon, vous le savez, mais à l'époque, ça savait encore un petit peu moins, c'est que maintenant, on a beaucoup d'éléments qui permettent vraiment scientifiquement de considérer que les facteurs nutritionnels, et notamment l'alimentation, constituent des déterminants majeurs du risque ou de la protection vis-à-vis des maladies chroniques, qui sont les grands problèmes de santé publique auxquels nous sommes confrontés en France, en Europe et même dans le monde. C'est l'obésité, les maladies en rapport avec la nutrition, certains cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, certaines pathologies digestives ou articulaires. Donc il y a toute une gamme de pathologies dans lesquelles la nutrition est impliquée. Et en fait, pour lutter contre ces maladies chroniques, la plupart des pays européens, mais la France a été assez pionnière en 2001, ont mis en place des politiques nutritionnelles de santé publique qui ont comme objectif d'améliorer l'alimentation de la population. Donc en France, le PNNS qui a été mis en place en 2001. Et toutes ces politiques nutritionnelles de santé publique, il y aurait des petits problèmes de compatibilité, mais ce n'est pas très très grave, toutes ces politiques nutritionnelles de santé publique reposent sur le fait de faire des recommandations nutritionnelles. Avant 2001, il n'y avait pas de recommandations nutritionnelles. En 2001, on a travaillé avec un certain nombre d'experts pour proposer des recommandations nutritionnelles pour le grand public. Et vous les connaissez maintenant, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, des aliments complets, riches en fibres, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Donc il y a eu un certain nombre de slogans qui ont été lancés. Alors, tout ceci d'ailleurs sont maintenant bien connus par le public, mais en pratique, quand vous faites vos courses et quand le consommateur, le citoyen fait ses courses, il est confronté à une part extrêmement importante d'aliments qui sont manufacturés. Et quand il est face à la jungle des rayons de supermarché, quand on dit qu'il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, comment reconnaître un produit entre différents plats cuisinés, entre différents plats pour les desserts, comment reconnaître ceux qui sont les plus gras, plus sucrés, plus salés? Alors, il y en a, c'est une évidence, mais il y en a d'autres, ça l'est beaucoup moins. Et donc, l'idée d'un logo nutritionnel, c'est de permettre au consommateur d'avoir, de façon éclairée, un outil qui lui permet donc de traduire les recommandations nutritionnelles dans ses choix d'achat alimentaire, donc de consommation dans la vie de tous les jours. Alors comme je vous disais, il y a des choses qui sont très évidentes. Si je vous demande, et si on demande à n'importe quel consommateur, qu'est-ce qui est mieux sur le plan nutritionnel entre un brocoli et une pizza, j'imagine que vous direz tous que c'est le brocoli. Bon. Ça, c'est extrêmement simple. Mais si on prend maintenant différentes pizzas, une pizza au chorizo, au prosciutto, au fromage, 4 fromages, pizza margarita, laquelle est la moins salée, la moins grasse, la plus favorable, voire la moins sucrée, puisqu'il y a même du sucre dans les pizzas, laquelle est la plus favorable sur le plan de l'équilibre nutritionnel? Alors jusqu'à présent, jusqu'au moment où on a proposé le Nutri-Score, les industriels disaient mais c'est simple,
Vous retournez l'emballage et il y a des tableaux qui donnent les valeurs nutritionnelles. Alors, vous n'arrivez pas à les lire sur la diapositive, mais même si vous retournez l'emballage, et vous avez quand même cette expérience, c'est souvent incompréhensible, illisible, c'est des colonnes, des chiffres, des pourcentages des apports recommandés, c'est exprimé par 100 grammes, par portion. Il y a plein de termes ésotériques pour le grand public, donc c'est totalement inutilisable en termes de santé publique. C'est utile parce que ça force les industriels à fournir les données, mais ça n'est pas utilisable. Et d'ailleurs, toutes les études qui étaient faites avant la mise en place du Nutri-Score démontraient que ça n'était pas utilisé par la population pour réellement pouvoir juger de la qualité nutritionnelle et comparer les produits entre eux et savoir parmi ces pizzas laquelle est la plus favorable. Donc l'idée que l'on a eue, ce n'est pas une idée très originale, c'est de reprendre ces données qui sont sur le tableau nutritionnel et de les transformer, de les traduire sous forme d'une note synthétique. Et pour ça, on a repris les éléments du tableau qui sont plutôt des éléments qui traduisent une teneur en certains éléments peu favorables à la santé. Est-ce qu'il y a des calories, des sucres simples, des acides gras saturés, est-ce qu'il y a du sel? Et on donne des points négatifs, donc entre 10 ou 15 ou 20 points selon les items. Donc on peut avoir jusqu'à 55 points négatifs. Et puis il y a par contre des éléments qui sont plutôt positifs, qui sont également sur ce tableau nutritionnel ou sur la liste des ingrédients. Est-ce qu'il y a des fibres, des protéines? Est-ce qu'il y a une contribution de fruits et légumes, de légumineuses, de légumes secs? Et là, on donne aussi donc, par contre, cette fois des points positifs. Alors, vous voyez qu'on donne plus de points négatifs, on donne plus de poids aux éléments négatifs qu'un poids aux éléments positifs, mais la somme des deux permet d'avoir une note globale qui ne permet pas de corriger s'il y a beaucoup de sucre ou de gras. Ce n'est pas parce qu'il y a des protéines ou des fibres qu'on arrivera à corriger complètement, mais en partie. Et donc, la somme des points positifs et des points négatifs aboutit à une note globale. Et évidemment, scientifiquement, on a pu établir dans la distribution de cette note des seuils qui définissent 5 classes allant du moins favorable au plus favorable, du vert au rouge. Alors vert, c'est plutôt plus favorable, au rouge, orange foncé pour être politiquement correct avec les termes qui ont été retenus dans l'arrêté, c'est les aliments les plus défavorables. Et donc de pouvoir assez facilement caractériser le profil nutritionnel des aliments. Et si je reprends ces fameuses pizzas, ben vous voyez que certaines vont être classées C, d'autres classées D, d'autres classées E. Donc ça permet d'un simple coup d'œil de pouvoir se dire, bien, cette pizza est plus favorable ou moins favorable sur le plan nutritionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger une pizza qui est classée D ou E, ou n'importe quel aliment qui est classé D ou E, mais ça permet de se rappeler que si cette pizza est D ou E, ben, est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Et si j'ai quand même envie de manger la pizza 4 fromages qui est classée E, je sais que je ne peux pas en manger peut-être tous les jours à chaque repas et en grande quantité, donc ça m'alerte sur le fait qu'il faut être prudent sur la fréquence. Et donc Nutri-Score, vous voyez, c'est un outil simple. Alors derrière ça, il y a beaucoup de science, hein. Je vous passe sur l'établissement des scores, le choix des nutriments. Ça a été l'objet de démarches scientifiques très très importantes, pas seulement de mon équipe de recherche, mais également d'autres équipes dans le monde. Et ça a permis de disposer d'un outil qui va permettre de comparer des aliments entre eux. Alors des aliments qui ont une pertinence à être comparés entre eux. Ça va être des aliments qui peuvent appartenir à différentes familles, mais qui sont consommés avec le même usage, la même utilisation. Par exemple, des aliments du petit déjeuner entre du pain complet, des céréales petit déjeuner, des viennoiseries, des pâtisseries, des biscottes. Donc vous voyez qu'on peut comparer, se dire, ben voilà, certains sont plus favorables sur le plan nutritionnel que d'autres. Ça permet de comparer à l'intérieur d'une famille. Entre les céréales petit déjeuner, ça varie beaucoup. Vous voyez, ça peut aller du A à E. Il y en a qui sont quasiment proches des confiseries et d'autres, par contre, qui sont sur le plan nutritionnel plus favorables. Et parfois, ça surprend des céréales qui s'appellent fitness ou qui font référence à l'équilibre, ne sont pas obligatoirement celles qui sont les plus favorables sur le plan de l'équilibre nutritionnel. Donc, ça permet d'aller aussi à l'encontre un peu d'arguments de marketing qui sont mis en avant par les marques. Et puis ça permet aussi, et c'est assez intéressant, de pouvoir comparer un même aliment entre deux marques différentes. Je vous donne juste un exemple.
sur le marché français, c'est surprenant, mais il y a 35 marques, et sûrement encore plus aujourd'hui, mais 35 marques de muesli croustillant aux pépites de chocolat. Donc elles ont exactement le même nom, donc on pourrait se dire elles ont la même composition. Eh bien pas du tout. Si vous analysez alors, difficilement les données qui sont sur les valeurs nutritionnelles du tableau en face arrière des emballages des aliments, et plus simplement donc si vous utilisez Nutri-Score, vous voyez que certaines vont être classées A, d'autres B, d'autres C, d'autres D, d'autres E. Donc on a là un outil extrêmement simple qui permet, même s'il est basé sur la science, vraiment d'informer le consommateur qui peut, s'il le souhaite, intégrer avec d'autres dimensions, le goût, le prix, l'attachement à la marque, cette dimension dans son acte d'achat. Donc, j'insiste dans la construction du Nutri-Score, il y a beaucoup de science, je n'ai pas le temps de vous détailler tout ce qui s'est passé, mais ensuite, le Nutri-Score a fait l'objet d'un travail de validation. Validation à la fois de l'algorithme de calcul du Nutri-Score, et en plus des travaux qui tendaient à vérifier qu'il est efficace, soit en termes de perception, de préférence pour le consommateur, de compréhension, est-ce qu'il comprend réellement à quoi correspondent les différentes lettres du Nutri-Score, en termes d'utilisation, d'impact sur les choix d'achat alimentaire et donc de consommation. Donc il y a eu énormément de travaux, il y a plus de 150 publications qui à ce jour ont été faites dans plus d'une vingtaine de pays, beaucoup en Europe, beaucoup en France évidemment, mais également dans le monde. Alors je vais juste vous en montrer quelques-unes pour vous montrer quand même qu'il y a vraiment des études extrêmement robustes derrière. Pour valider l'algorithme de calcul, pour être sûr que réellement cet algorithme est prédictif de risque pour la santé, il y a eu des travaux, des études de cohorte, vous savez ce que c'est, des études prospectives, qui ont été faites sur des populations, alors parfois des milliers d'individus, parfois des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'individus, suivis pendant de nombreuses années, 5, 10, 15 ans. Alors, vous me direz, c'est des études dans lesquelles Nutri-Score n'existait pas encore à l'époque, où ces populations étaient suivies sur le plan de l'alimentation et sur le plan de la santé, mais on a pu reconstituer à travers des données alimentaires qui étaient collectées dans ces études, à quoi correspondaient les comportements alimentaires en redonnant un Nutri-Score, en attribuant le Nutri-Score correspondant à chacun des aliments consommés par les individus membres de ces cohortes. Et on a pu montrer dans toutes ces cohortes, et il y en a encore beaucoup d'autres, il y en a aussi en Italie, et entre autres la cohorte EPI, qui est une cohorte européenne sur plus de 500 000 sujets, 17 ans de suivi, que toutes ces études montraient que le fait de manger des aliments qui étaient bien classés sur l'échelle du Nutri-Score était associé à un moindre risque de maladies chroniques, de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de prise de poids, de syndrome métabolique. Même beaucoup d'autres études, des études ont montré sur d'autres critères de jugement, la maladie de Crohn, donc les problématiques intestinales, également sur la mortalité globale ou mortalité pour certaines causes, notamment les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc, toutes ces études sont très convergentes pour montrer une association entre le fait de manger des aliments qui s'appuient sur, qui sont bien classés par Nutri-Score, donc avec un algorithme qui aboutissait à un calcul plutôt favorable, ce qui valide en quelque sorte à la fois le choix qui a été fait des nutriments qui ont été intégrés dans le calcul, le mode de calcul, notamment les seuils qui ont été utilisés et les différentes classes de catégories donc, de profils nutritionnels qui ont été élaborés. Donc ça, c'est extrêmement robuste et dans l'échelle des données que l'OMS considère comme étant nécessaires pour juger de la qualité d'un logo nutritionnel, c'est celles qui sont, ce type d'études, classées comme les plus importantes, les plus utiles et les plus puissantes. Il y a d'autres études qui ont porté plus sur comment les sujets comprenaient le Nutri-Score et en quoi ils étaient capables d'arriver à comprendre que le classement des aliments. Voilà, par exemple, une étude qui a été faite dans 20 pays, plus de 20 000 participants, et différents aliments étaient présentés aux participants de ces études avec le Nutri-Score,
ou sans le Nutri-Score, et on demandait au sujet de classer la qualité nutritionnelle des aliments. Et on comparait en quoi le Nutri-Score permettait réellement d'améliorer donc le jugement sur la qualité nutritionnelle. Et on a pu comparer le Nutri-Score à d'autres logos qui existaient dans le monde, soit par exemple en Grande-Bretagne, ce qu'on appelle les traffic lights, les feux tricolores, le système des étoiles en Australie, Nouvelle-Zélande, le système d'avertissement sanitaire qui est en Amérique du Sud, enfin en Amérique latine, centrale et du Sud, ou même des logos qui étaient proposés par les industriels comme les références Intake ou les GDA. Et ces études ont montré dans les 20 pays que le Nutri-Score permettait une meilleure compréhension objective de la qualité nutritionnelle des aliments et donc permettait aux consommateurs de mieux classer correctement les aliments en fonction de leur qualité nutritionnelle. Puis il y a eu, dernier exemple que je voulais vous montrer des études qui ont essayé de tester en quoi le fait d'avoir accès au Nutri-Score impactait les intentions d'achat ou les achats réels. Des études qui ont été faites dans des supermarchés expérimentaux, dans des magasins expérimentaux, et puis même une étude grandeur nature dans 60 supermarchés, dans 4 zones françaises, où les données collectées sur les achats, avec plus d'1,7 million produits qui ont été achetés, 4 logos testés, et on voit que c'est le Nutri-Score qui permet la plus grande amélioration du panier d'achat en termes de qualité nutritionnelle, c'est-à-dire des achats un peu moins gras, un peu moins sucrés, un peu moins salés. C'est vrai dans cette étude, donc en conditions réelles. Ça a été aussi testé en magasin expérimental, donc dans des conditions beaucoup plus contrôlées. Vous voyez qu'on améliore la qualité nutritionnelle globale du panier d'achat entre un peu plus de 4% jusqu'à 9%, ce qui est considérable si on prend en considération évidemment qu'on fait ses courses très souvent, qu'on mange tous les jours, etc. Ce qui est extrêmement aussi important dans ces études, c'est que Nutri-Score fonctionne parfaitement bien et particulièrement utile pour les populations les plus à risque, les plus défavorisées. Donc les populations les moins privilégiées, les moins aisées. Et c'est important puisque c'est un argument fort pour dire que Nutri-Score peut être un outil de lutte contre les inégalités sociales de santé qui sont extrêmement fortes, notamment dans le champ de la nutrition. Donc on a un dossier extrêmement robuste, et d'ailleurs l'OCDE en 2024, en s'appuyant sur ces études, alors l'OCDE a des méthodologies statistiques extrêmement impressionnantes qui ont été validées pour essayer de prévoir l'impact d'actions de santé publique sur les risques de maladies chroniques. Et cette étude OCDE a essayé, en s'appuyant sur les travaux existants, de regarder si on généralisait le Nutri-Score dans les 27 pays européens, quelles en seraient les conséquences. Et les chiffres sont très spectaculaires. Ça permettrait, d'ici 2050, d'éviter près de 2 millions de cas de maladies non transmissibles, donc un effet direct en termes de santé, mais aussi des effets directs sur les dépenses de santé, puisque s'il y a moins de malades, il y a moins de dépenses de santé. Et ce qui est intéressant dans cette étude faite par l'OCDE, c'est qu'ils ont comparé l'impact du Nutri-Score à d'autres logos. Et par exemple, l'impact sur les maladies chroniques, c'est le plus fort avec le Nutri-Score, mais également sur les dépenses de santé, et en réduisant également d'ailleurs le risque de maladie chronique. Ce qui est assez fascinant, c'est que ça permettrait d'améliorer en quelque sorte la force au travail, la productivité des États. Donc la simple adoption et généralisation du Nutri-Score, vous voyez, une chose extrêmement simple, ça a des conséquences très importantes sur le plan santé, sur le plan social et sur le plan économique. Donc on a un background très très important qui justifiait la mise en place du Nutri-Score. On verra dans la deuxième partie pourquoi ça a été si compliqué à le mettre en place, pourquoi c'est toujours aussi compliqué. Mais il y a une notion aussi sur laquelle on avait donc discuté avec les organisateurs de cette soirée, qui était aussi, d'ailleurs parce que ça touche l'actualité, le fait que le Nutri-Score est un outil de santé publique. Comme tous les outils de santé publique, il n'est pas gravé dans le marbre. Il doit évoluer tout simplement parce que la science évolue, on connaît plus de choses sur la relation alimentation-santé, parce que le marché alimentaire évolue, il y a des nouveaux produits qui apparaissent, il y a des reformulations faites par les industriels, et puis parce qu'on a acquis de l'expérience depuis qu'il est mis en place, et on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir certaines imperfections qui devaient être corrigées. Donc, dès le départ,
lorsqu'on a proposé dans mon rapport initial en 2014 le Nutri-Score et lorsqu'il a été adopté, la nécessité qu'il y ait des mises à jour régulières. Et donc, le Nutri-Score qui a été adopté en 2017 en France a été adopté par 6 autres pays européens, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse. Et une gouvernance s'est mise en place au niveau des 7 États qui ont adopté le Nutri-Score en 2021. Et cette gouvernance a donc mis en place un comité scientifique composé d'experts des 7 pays qui avaient adopté le Nutri-Score, des experts universitaires, académiques, sans lien d'intérêt. Donc ça, c'était un élément extrêmement important, qui ont vraiment planché pendant près de 2 ans pour savoir est-ce qu'il y avait des marges d'amélioration nécessaires au calcul de l'algorithme du Nutri-Score. Ils ont rendu 2 rapports, 2 volumineux rapports qui sont publics, 2022 et 2023, en faisant un constat. Ils ont dit le Nutri-Score fonctionne bien, mais on peut encore l'améliorer. Et ils ont proposé un certain nombre de modifications. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces modifications, elles aboutissent à impacter la classification d'un certain nombre d'aliments. D'ailleurs, le principe important de ces modifications, c'est que les produits très sucrés ou très salés vont être classés moins favorablement. Par exemple, si on prend les céréales petit déjeuner, vous avez tous vu une chose qui a dû vous paraître peut-être curieuse, c'est que les chocs à pic, par exemple, étaient classés A. Alors, ça peut surprendre, et ça a surpris. Ça se comprend à l'échelle de l'histoire du Nutri-Score. Lorsque les chocs à pic, lorsque le Nutri-Score a été proposé en 2014, il y avait à peu près 50 grammes de sucre pour 100 grammes de céréales. Vous voyez, la moitié des chocs à pic, c'était du sucre. Ils étaient classés D. Et puis, Nestlé, qui fabrique les chocs à pic, a compris qu'il avait intérêt à diminuer le sucre. Alors, il est passé de 50 grammes à 40 grammes, de 40 à 30 grammes, et il est passé de D à C, de C à B. Et puis, astucieusement, il a encore diminué un peu le sucre, et il est arrivé à 22 grammes. En plus, il a choisi des ingrédients du blé complet, ce qui apporte des fibres, donc des points positifs. Avec 22 grammes de sucre, plus un peu plus de fibres, il se retrouvait juste en dessous du seuil pour être classé A. Alors vous me direz, c'est bien, parce que pour le consommateur, c'est mieux d'avoir des céréales chocs à pic avec 22 grammes de sucre qu'avec 40 ou 50 grammes de sucre. Mais 22 grammes de sucre, c'est quand même pas mal. Et surtout, en étant classé A, il se retrouvait au même niveau que des céréales petit déjeuner qui ne contiennent pas de sucre ou qui en contiennent très peu. Alors ça, on n'avait pas pu l'anticiper, vous comprenez, au départ de la mise en place du Nutri-Score. Mais le comité scientifique, en pénalisant plus les produits sucrés, eh bien, vous voyez, aboutit à redéclasser les céréales petit déjeuner chocs à pic. Je ne sais pas si vous mangez des chocs à pic le matin ou Nesquik, mais maintenant, elles vont être classées C plutôt que A. Donc, il faut aussi me dire, et certains me le disent à chaque fois, mais ce n'est pas correct, parce que Nestlé a quand même fait un effort en diminuant le sucre, et c'est vrai, et c'est utile. Mais même classé C, c'est tout de même profitable pour lui, parce que certes, il est moins bien classé que des céréales qui ne contiennent pas ou peu de sucre, des muesli ou des granolas, mais il reste mieux classé que d'autres céréales, Lion ou Trésor, qui, eux, n'ont pas fait l'effort de réduire le sucre, et ils vont être classés D ou E. Donc, on rétablit un peu les choses, tout en donnant quand même un bénéfice aux industriels. Là, je vous ai donné l'exemple des chocs à pic ou des Nesquik, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres produits. Ceux qui ont fait un effort, même s'ils sont déclassés, restent mieux classés que ceux qui n'ont pas fait d'effort. Donc les produits céréaliers, les céréales petit déjeuner ont été pénalisés quand elles sont sucrées, les produits laitiers sucrés sont moins favorablement classés, les fruits à coque, les noix, les noix de cajou, les noisettes, etc., si elles sont sucrées, chocolatées ou autres, sont moins bien classées, et c'est logique. Par contre, si elles sont nature, elles restent bien classées. Il y a eu aussi des modifications au niveau des huiles et matières grasses, où là, en tenant compte des travaux scientifiques, l'huile d'olive et l'huile de colza ont été mieux classées. Il y a eu un décalage. Elles étaient déjà classées les mieux possibles. Jusqu'à présent, elles étaient classées C, c'était la meilleure catégorie pour ces huiles, donc mieux classées que les autres huiles, mais elles passent carrément de C à B. Elles restent, là encore, toujours dans la catégorie la mieux classée. Donc ça permet au consommateur, quand il est au rayon des matières grasses, de dire le beurre,
Il vaut mieux essayer de ne pas en consommer trop, il est classé D. Et dans les huiles, j'ai intérêt à privilégier l'huile d'olive ou l'huile de colza, tout simplement parce que la composition nutritionnelle est plus favorable. De nombreux travaux scientifiques ont démontré le bénéfice en termes de santé de privilégier plutôt ces huiles. Les plats composés, les plats prêts à manger, nos fameuses pizzas vont être moins bien classées. Il y avait des pizzas qui étaient classées A ou B. Elles vont passer plutôt en B, C, voire même D, notamment celles qui sont les plus grasses et les plus salées. Il y en avait déjà, mais dans la distribution, il y en a un peu plus qui vont être mal classés, de même que certains autres plats composés. On va mieux différencier avec les modifications proposées par le comité scientifique les produits céréaliers complets, riches en fibres, donc favorables à la santé, ceux qui sont plutôt raffinés, donc le pain. On discriminait déjà, mais pas suffisamment, entre le pain complet, les pains aux céréales, qui ont un avantage nutritionnel, et puis le pain blanc raffiné. Pareil pour les pâtes ou le riz. Là, maintenant, ça corrige un petit peu le tir et ça permet facilement aux consommateurs de s'y retrouver. La viande rouge, vous savez peut-être, vous avez dû entendre peut-être qu'on a beaucoup de travaux qui sont accumulés ces dernières années qui montrent un lien entre une consommation importante de viande de boucherie, donc la viande hors volaille, le bœuf, le mouton, le porc, et le risque de cancer, notamment de cancer colorectal. Donc, jusqu'à présent, la viande de boucherie, la viande rouge, pour utiliser un terme simple, ne se différenciait pas de la viande de volaille. Or, sur le plan nutritionnel, sur le plan santé, maintenant, on sait qu'il y a des différences. Donc, en pénalisant plus, en prenant moins en considération les points positifs des protéines des viandes rouges, elles sont moins bien classées que les viandes de volaille ou le poisson ou les œufs. Donc, ça permet d'être en adéquation avec les travaux scientifiques récents. De la même façon, les poissons gras vont être mieux classés qu'ils ne l'étaient, à partir du moment qu'il n'y a pas de sel ou d'huile, et vont se retrouver quasiment tous dans les catégories A ou B. Et pour les fromages, alors, ils étaient quasiment tous D ou E. En affinant un peu le calcul de l'algorithme, eh bien, certains fromages, les moins gras et les moins salés, vont passer en C. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple l'emmental, qui est un petit peu moins gras et moins salé, va passer en C. Et donc on a plutôt 3 classes, plutôt que 2, que nous avions jusqu'à présent dans les fromages. Donc ça permet de discriminer un petit peu mieux les différents types de fromages. Ça, c'est pour les aliments solides. Et maintenant, pour ce qui est des boissons, il y a eu aussi des modifications importantes. Alors, il y en a une qui n'a pas été faite, qui n'a pas changé, c'est que l'eau reste la seule boisson qui est classée A. Mais le mode de calcul des boissons, qui était déjà différent par rapport aux aliments solides dans la première version, a été modifié. Alors, ça ne modifie pas les jus de fruits. Vous savez que les jus de fruits, ça contient quand même beaucoup de sucre. Ils étaient classés C. Ils restent pour la grande majorité classés C. Les boissons sucrées, par contre, ont été mieux différenciées puisqu'on donne plus de points à la teneur en sucre, ce qui permet d'affiner un peu la différenciation en fonction de la teneur en sucre. Et ce qui permet que les boissons qui sont faiblement sucrées sont un peu mieux classées que celles qui contiennent plus de sucre. Et donc, on a des boissons sucrées qui vont varier de B, C, D à E en fonction de la teneur en sucre. Et ce qui a été nouveau et extrêmement important, et là aussi en se basant sur la science, c'est qu'il y a une pénalisation s'il y a des édulcorants dans les boissons. Donc les boissons édulcorées, les sodas édulcorés entre autres, mais toutes les boissons édulcorées, même les boissons lactées et aromatisées et édulcorées, vont être pénalisées, moins bien classées. Jusqu'à présent, un soda avec un édulcorant, un Coca-Cola Light ou un Pepsi Max, était bien classé parce qu'il n'y avait pas de sucre et pas de calories. Maintenant, il est moins bien classé, il passe de B à C, voire D ou E, s'il contient à la fois des édulcorants et du sucre. Donc, tout ça est très cohérent. Et un autre élément qui était fondamental, qui a fâché beaucoup le monde des produits laitiers, c'est que lorsque le Nutri-Score a été mis en place, il n'y avait pas beaucoup de boissons lactées très sucrées. Par exemple, les Actimel, les Activia, les Danonino à boire étaient peu nombreux et généralement n'avaient pas de sucre ajouté. Donc ils étaient bien classés par le Nutri-Score et bénéficiaient du mode de calcul du lait qui était au départ considéré comme un aliment général, pas comme une boisson. Et comme sont apparus beaucoup de boissons lactées aromatisées ou de yaourts à boire avec beaucoup de sucre ajouté, bénéficiant du mode de calcul du lait, on arrivait à avoir
des produits qui contiennent plus de sucre qu'un soda, mais qui se retrouvaient bien classés A ou B parce qu'au départ, le mode de calcul était celui du lait. Donc, le comité scientifique a rebasculé tous ces produits laitiers à boire, liquides, dans les boissons. D'ailleurs, c'est logique. Si c'est liquide, si c'est des yaourts à boire, c'est logique qu'ils passent dans les boissons. Bon, ça a fâché beaucoup de Danone et beaucoup d'autres industriels, mais c'est assez légitime. Ce qui fait que, d'un coup, ces yaourts à boire, ces boissons aromatisées sucrées, à partir du moment qu'ils contiennent des sucres ajoutés, pareil pour aussi les boissons végétales sucrées, eh bien, ont basculé d'un bon classement à un classement beaucoup moins favorable. Donc, on ne retrouve plus aujourd'hui de yaourts à boire avec des sucres ajoutés qui sont classés A ou B. Ils sont tous C, D ou E en fonction de leur teneur en sucre. Donc, pour conclure, cette mise à jour a permis de mettre au point un Nutri-Score plus performant en termes d'efficacité pour les consommateurs et en meilleur alignement avec les dernières recommandations nutritionnelles de santé publique. Ça a fâché beaucoup de monde, mais on y va revenir dans la deuxième partie. Ça a réactivé d'autres lobbies en plus de ceux avec lesquels déjà on ferraillait depuis quelques années. Alors quand même, si vous voulez plus de détails... Ah, pardon. Oui, on l'a mis... Vous l'avez mis à la fin? Juste à la fin. Voilà. Ok, c'est juste pour dire sur tout ce qui est décryptage du Nutri-Score, il y a le site de l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, où vous trouvez beaucoup d'éléments, si vous voulez rentrer dans des détails techniques, le site du ministère de la Santé. Il y a un blog universitaire que nous avons développé, nutriscore.blog, où il y a beaucoup d'éléments d'information. Et mon livre pour lequel, j'insiste, je fais de la publicité parce que ça ne me rapporte pas d'argent, donc je me sens tout à fait à l'aise. Là, ça sera plus sur le problème des lobbies. Et puis sur les réseaux sociaux, avec mes collègues, on est très présents pour essayer de fournir des informations à la fois techniques et répondre à tous les détracteurs qui souvent instrumentalisent Nutri-Score pour essayer de le discréditer. Donc voilà les éléments généraux pour essayer de vous rappeler, si vous ne le saviez pas, ce qu'est Nutri-Score, d'où ça vient et à quoi ça sert et comment ça marche. Merci pour toutes ces explications. J'espère que ça vous a beaucoup éclairé. Et on va procéder à un petit temps de questions sur cette partie, si vous en avez. Oui. D'abord, merci pour la présentation. Je suis Achille, je suis interne de santé publique. J'ai une question. Un agroalimentaire qui estime que son produit ne mérite pas sa note, qu'est-ce qu'il a comme recours? Alors, il n'a pas de recours. Parce que si vous voulez, on ne demande pas l'avis pour une action de santé publique, une mesure de santé publique, aux industries agroalimentaires. Ils pourraient contester s'il y avait une erreur dans le mode de calcul de leurs produits. Mais comme c'est eux qui sont chargés de mettre en place et de faire le calcul, puisque tout ça est très transparent, on utilise des données qui sont présentes sur les emballages et l'algorithme de calcul est public. Donc c'est aux industriels de faire le... Ils ont pu, lorsqu'on a présenté le Nutri-Score, dire leur mécontentement, pourquoi mon produit est mal classé. Et généralement, on a toujours fourni quand même les réponses qui étaient, on n'est pas là pour faire plaisir ou déplaire d'ailleurs aux industriels, on est là pour avoir un outil qui soit utile à la santé publique. Et quand il y a eu la mise à jour du Nutri-Score, tout de même, le comité scientifique européen qui a été mis en place a d'abord dit aux industriels, mais également aux ONG, aux associations de consommateurs, dites-nous ce sur quoi vous considérez qu'il faudrait améliorer le Nutri-Score. Les industriels ont donc rendu leur copie avec beaucoup de propositions. Le comité scientifique a analysé, mais bon, à partir du moment que l'industriel c'est simplement se plaindre en disant mon produit est mal classé, je voudrais qu'il soit mieux classé, vous comprenez que ce n'est pas recevable sur le plan de santé publique. Donc ça a été pris, ça a été lu. Malheureusement, aucune des remarques avait une pertinence. Vous voyez, ce n'est pas les fabricants de soda édulcorés qui ont dit mon produit il est trop bien classé, il faudrait le classer moins bien. Donc il n'y a pas eu réellement à ce niveau-là d'échange. Par contre, peut-être pour prolonger votre question, aujourd'hui il y a à peu près 1500 marques qui ont adopté le Nutri-Score. Ça représente 62% du marché alimentaire puisqu'il n'est pas obligatoire. Il y a un dialogue qui est fait, non pas sur comment il faut calculer le Nutri-Score, enfin comment il faudrait améliorer votre Nutri-Score. On leur dit, essayez de reformuler.
retirer du sucre, du gras, du sel, utiliser des ingrédients plus favorables à la santé. Donc, on essaye de les inciter à améliorer leurs produits. Puis on essaye de dialoguer avec eux sur la communication qui peut être faite autour de leurs produits. Mais vraiment, il y a eu, et ça a été difficile, une séparation complète, et c'est fondamental, entre le côté de l'intérêt économique, marketing, et l'intérêt de la santé publique. Oui, je ne sais pas, c'est vous qui donnez la main. Allez-y. Si le Nutri-Score du coup est facultatif, comment il y a autant de produits aujourd'hui qui sont doués avec le Nutri-Score, sachant que ça les dessert un peu pour leur vente? Alors, quand le Nutri-Score a été proposé en 2014, aucune industrie agroalimentaire, aucun distributeur n'en voulait, ils l'ont combattu, et ça a été vraiment compliqué, on va y revenir dessus. Lorsqu'il a été adopté après quasiment 4 années, donc en octobre 2017, il y a 6 entreprises qui se sont déclarées favorables. Il y avait 3 distributeurs et 3 industriels. Et puis ensuite, ça a augmenté. Alors, qu'est-ce qui a amené les industriels à adopter le Nutri-Score, bien que non obligatoire? C'est un peu la pression sociétale. D'abord, c'est la demande des consommateurs. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations, des associations de consommateurs, des associations de patients. Il y a eu tous les travaux scientifiques, il y a eu beaucoup d'ONG qui ont exigé une transparence sur la qualité nutritionnelle des produits, et donc que soit affiché le Nutri-Score. Il y a eu beaucoup de travaux scientifiques qui ont fait l'objet de médiatisation. Et donc, toute cette pression sociétale a amené des industriels, même parmi ceux qui l'ont combattu, à finir par accepter de l'afficher. Et donc, aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a près de 1500 marques qui l'ont adopté. Par exemple, Nestlé, qui a combattu le Nutri-Score, mais avec une violence extraordinaire pendant des années, qui a dépensé des millions d'euros en essayant de créer des alternatives, en mettant des comités scientifiques internationaux pour essayer de discréditer le Nutri-Score, fournir d'autres types de logos, en 2019, a adopté le Nutri-Score. Et quand vous regardez leur communiqué de presse, et j'ai dialogué avec eux, ils disent qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus ne pas répondre à la demande des consommateurs, des acheteurs de leurs produits. Vraisemblablement, ils ont dû faire des tests qui montraient qu'ils avaient plus à perdre qu'à gagner s'ils ne mettaient pas le Nutri-Score. Donc c'est vraiment la pression sociétale. Malgré cela, malgré cette pression sociétale, mais on est à 62%, on atteint un plafond de verre parce qu'il y a des grands groupes agroalimentaires, Ferrero, donc Nutella, Kinder, Lactalis, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Unilever, Kraft, qui refusent toujours le Nutri-Score, malgré cette pression sociétale. Et il y a même des sociétés comme Danone ou Bjork qui avaient adopté le Nutri-Score, et Danone était un des premiers à l'avoir adopté, qui n'ont pas accepté la mise à jour, qui pénalise plus leurs produits, ce qui est légitime, et qui se sont désengagés. Mais on est aux environs tout de même de 60% des firmes agroalimentaires. Mais pour forcer la main à ceux qui combattent le Nutri-Score ou à ceux qui veulent s'en désengager, il faudrait qu'ils deviennent obligatoires. Mais là, on en rediscutera dans la deuxième partie sur la pression des lobbies qui, au niveau français, au niveau européen, font tout pour empêcher que le Nutri-Score devienne obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mais plus en rapport avec la première partie sur vraiment qu'est-ce que c'est le Nutri-Score, sa genèse, etc. Vous aurez un autre temps de réponse pour tout ce qui est plus lobby, etc. Allez-y. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. Petite question sur l'évolution du Nutri-Score. Est-ce que vous pensez bientôt aussi intégrer les additifs? Absolument cancérigènes, l'INSERM a fait une grosse communication là-dessus. Alors oui, c'est une question pertinente qui amène à se dire qu'il faut bien comprendre que le Nutri-Score, c'est un logo nutritionnel. Ça n'informe pas sur toute la valeur santé ou l'impact santé d'un aliment. Ça n'informe que sur la composition nutritionnelle. C'est d'ailleurs vrai pour le Nutri-Score, c'est vrai pour les autres logos nutritionnels qui existent dans le monde. Donc on ne peut pas demander plus à un logo nutritionnel qu'il ne peut donner. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres dimensions santé des aliments. Le fait qu'il y ait des additifs, que le produit soit ultra transformé, le fait qu'il y ait des résidus de pesticides, le fait qu'il peut y avoir des substances qui migrent de l'emballage. Vous comprenez, moi je suis un nutritionniste de santé publique, j'ai dirigé une équipe de recherche qui travaille depuis de longues années, pas seulement sur la composition nutritionnelle, mais aussi sur les additifs, sur l'ultra-transformation, sur les résidus de pesticides. On aurait bien aimé tout agréger dans un indicateur unique et avoir un seul logo. Si on ne l'a pas fait, si d'ailleurs aucune équipe
aucune structure de santé publique ne l'a fait dans le monde, si l'OMS ne l'a pas fait, c'est que ça ne doit pas être aussi simple que cela. Et en effet, ça n'est pas simple parce que ce sont des dimensions qui sont toutes importantes, qui agissent par des caractéristiques différentes sur la santé. Et on ne peut pas les mélanger. Alors, elles se chevauchent pour certaines. L'ultra-transformation, c'est-à-dire le fait qu'il y a un produit et beaucoup de processus industriels et il y a beaucoup d'additifs, ça se chevauche avec la composition nutritionnelle. Aujourd'hui, avec le nouveau Nutri-Score, 87% des aliments dits ultra-transformés, donc qui sont bourrés d'additifs, sont classés C, D ou E. Donc vous voyez que ça se chevauche, mais pas totalement. Si vous prenez un steak végétal, alors il n'y en avait pas au départ de Nutri-Score, maintenant il y en a beaucoup, c'est sur un plan nutritionnel très bien, il y a des protéines, il n'y a pas de gras, pas de sucre, pas de sel, c'est très bien, c'est classé A. Par contre, c'est un produit ultra transformé, c'est plein d'additifs, il y a eu plein de procédures industrielles. Donc, c'est bien sur le plan nutritionnel, c'est pas bien sur le plan de l'ultra transformation. A l'inverse, si vous prenez un jus de raisin pur jus, c'est pas ultra transformé, donc c'est un produit qui n'est pas marqué au fer rouge de l'ultra transformation, mais ça contient 160 grammes de sucre par litre, c'est-à-dire c'est classé E par le Nutri-Score parce que c'est une bombe à sucre. Donc, on ne peut pas réussir à regrouper, sinon on moyenne les choses et on fait perdre la signification. Donc si on ne peut pas le mettre dans le même algorithme, on a quand même réfléchi avec mon équipe et on a, parce qu'on travaille beaucoup sur les aliments ultra transformés, on montre bien les effets délétères. Ce matin est sortie une étude dans une grande revue internationale montrant que des cocktails d'additifs sont associés à un risque plus élevé de diabète. Donc on est très sensibilisé là-dessus. Donc si on ne peut pas agréger dans le même algorithme, on peut le faire sous forme graphique. Donc on pourra avoir le Nutri-Score et à côté un tampon aliment ultra transformé. On a été astucieux. On s'est dit, mettre deux logos, puis il y a le logo agriculture biologique à côté pour le bio, ça fait beaucoup. Donc on s'est dit, on va regrouper aliments ultra transformés et Nutri-Score, pas dans le calcul, mais en mettant graphiquement un bandeau noir, si l'aliment est ultra transformé, en mettant aliment ultra transformé, autour du Nutri-Score. Ce qui fait que d'un simple coup d'œil, vous voyez si l'aliment est ultra transformé, en sachant qu'il faut éviter d'en consommer trop, puis vous voyez sa qualité nutritionnelle, il faut éviter de consommer des aliments mal classés. Et on a testé ça dans la cohorte Nutrinet qu'on gère dans mon équipe, et sur 20 000 personnes, ça marche très bien. Donc, on n'a pas fait ce regroupement parce que ça n'est pas possible, mais on propose de compléter le Nutri-Score avec une information sur l'ultra-transformation. Merci pour ces réponses. On va passer plutôt à la deuxième partie, je suis désolée. Plus sur voilà, le Nutri-Score comme affaire publique et face au lobby. Donc, je laisse la parole à Maëlys. Emmanuel, merci professeur Herbert pour cette première partie. Là sur ce deuxième temps, donc on propose plutôt un atelier débat. Donc pour vous dire un peu pour l'organisation, on fera quelques temps où je pose une question au professeur Herbert et puis après vous pourrez rebondir, on vous posera aussi quelques questions et en fait les questions que vous avez encore, on pourra les traiter aussi à la fin, c'est pour pas trop qu'on empiète sur cette haute partie. Donc comme tu disais bien Emmanuel, qui traitera plutôt de l'actualité du Nutri-Score et notamment de comment le lobbying influence aussi toute son actualité. Et donc la première question qu'on avait, effectivement sur l'actualité du Nutri-Score, où il y a le nouvel algorithme qui a été adopté récemment, mais finalement qui se traduit par un arrêté. Cet arrêté, il aurait dû être pris bien avant. Donc la première question que j'avais, c'était pourquoi ça a mis autant de temps? Qu'est-ce qui était reproché finalement par les détracteurs du Nutri-Score à ce nouvel mode de calcul? Alors vous avez raison, hein, donc je vous ai dit, les comités scientifiques ont rendu leur rapport 2022-2023 avec l'idée que le 1er janvier 2024, le nouveau Nutri-Score soit mis en place avec un certain délai pour que les stocks soient écoulés, pour renouveler les étiquettes, etc. Mais à partir du 1er janvier 2024. Il y a 7 pays. Le premier pays qui a développé le Nutri-Score, c'était la France. Les 7 pays, au niveau des gouvernements, ont validé le nouveau Nutri-Score, au niveau de cette gouvernance transnationale, qui est représentée par les services des différents ministères dans les différents pays qui gèrent le Nutri-Score. Pour la France, c'est le ministère de la Santé. Donc,
en octobre 2023, le Nutri-Score a été validé et chaque pays a pondu son nouvel arrêté. Et la France, c'est un peu particulier, puisque comme la France avait été le premier pays à l'adopter, elle avait eu l'obligation de notifier à la Commission européenne son premier arrêté en 2017, qui avait en annexe le mode de calcul du Nutri-Score. Donc, les juristes du ministère de la Santé ont dit « Ah, il faut qu'on renotifie à l'Europe la modification qui a été faite ». Donc là, il y a des délais, parce que les lobbies vont essayer de faire perdre du temps pour l'adoption par l'Europe, mais en avril 2024 est revenue la notification à la France de son arrêté, qui avait été donc écrit dès octobre 2023. En avril 2024, on s'attendait, puisqu'il suffisait de faire signer par les 3 ministres concernés, l'agriculture, la santé et l'économie et les finances, mettre la date, et ça devait paraître au journal officiel. Alors déjà, on a ressenti que c'était bizarre, ça mettait un petit peu de temps. Après, on nous a dit, il y a les élections européennes. Il y a des droits de réserve, on ne peut pas sortir un arrêté, ce qui est quand même surprenant, qui n'était pas du champ très politique. Mais après, il y a eu la dissolution. Après, il y a eu un premier gouvernement, un deuxième gouvernement. Et à chaque fois, on disait il y a des raisons techniques. Alors, nous, scientifiques, même si on n'est pas des pros de la politique, on a quand même une certaine habitude un peu de ça, on a trouvé ça un petit peu bizarre. Et puis, tout de même, entre le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou, il y avait une ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, qui était la même ministre. Et donc, on s'est dit, c'est quand même curieux que ça ne soit pas signé. Il fallait la signature des 3 ministères. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que le ministère de la Santé nous a confirmé, alors, évidemment, d'avoir signé l'arrêté. Le ministère de l'Économie et des Finances, assez rapidement, nous a confirmé l'avoir signé. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, on disait c'est technique, ça va être signé de jour en jour, sauf que ça prenait des semaines et des mois. Et puis, au début du mois de mars, on a assisté à une chose tout à fait extraordinaire, c'est que la ministre de l'Agriculture est interpellée au Sénat par un sénateur critiquant le Nutri-Score pour défendre le Roquefort, qui est mal classé par le Nutri-Score. Et la ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, si vous regardez la vidéo, c'est très drôle, très guillerette, de bonne humeur, se lâche un peu et commence à dire vous avez raison, moi aussi, je suis élu du Doubs, une région où on produit le comté, un fromage excellent, mais c'est mal classé. Et pour cette raison, je bloque la sortie de l'arrêté. Et là, c'est le moment où, pour nous, c'est du pain béni dans ce sens, pour nous, scientifiques, ONG et associations de consommateurs, c'est que là, la ministre dit clairement que c'est elle qui bloque, et pour des raisons absolument non scientifiques, et elle reprend tout un discours qui est celui des lobbies, que les produits qui sont traditionnels sont des produits bons pour la santé, que c'est scandaleux la façon dont ces scores classés. Donc, on voit ça grâce à la chaîne publique Sénat qui enregistre tout. Il faut veiller à tout, il faut être très vigilant. On passe beaucoup de temps à regarder tout ce qui se passe au Nutri-Score. Et donc, ça permet cette fois de mettre sur la place publique et dans le débat public que la ministère de l'Agriculture, reprenant les arguments des lobbies, notamment des produits laitiers, et on comprend qu'il y a derrière ça, il y a Danone, il y a Lactalis, les fabricants également de charcuterie, de viande qui sont mal classés par Nutri-Score, et pour certains encore plus mal classés par le nouveau Nutri-Score, font pression et qu'ils bénéficient d'une porte-parole qui bloque le système. Et grâce à cette médiatisation qu'on a également suscitée, et ça fait beaucoup de bruit, les associations de consommateurs, Foodwatch, l'UFC Que Choisir, la CLCV sont mobilisés, les associations de patients, d'obèses, de diabétiques se sont mobilisés, beaucoup de bruit médiatique, ce qui a fâché quand même évidemment le Premier ministre, qui a fini par taper sur la table et forcer la main à la ministre de l'Agriculture. Donc vous avez un exemple de comment les lobbies arrivent à bloquer une mesure de santé publique pendant très longue période, et c'est grâce à une sorte de maladresse en fait, de la ministre qui a permis réellement de médiatiser les éléments, et les médias sont très importants lorsqu'on se bat pour défendre la santé publique avec de la science derrière, qu'on
on a pu avoir cette signature, donc ça lui est resté au travers de la gorge, mais elle a fini donc par signer le 14 mars, c'est paru au journal officiel le 16 mars, et donc cette situation complètement absurde, grotesque, a été levée. Mais le ministère de l'Agriculture, traditionnellement, et avant Madame Genevard, les différents ministres de l'Agriculture qu'on a pu rencontrer depuis la proposition du Nutri-Score, et moi j'ai vécu ça durant toute ma période de présidence du PNS, est un ministère qui est proche des acteurs économiques. Donc, il est aussi dans son rôle, il défend les intérêts économiques de filières agricoles, de producteurs, d'industriels, et a tendance à bloquer les mesures, même si scientifiquement elles sont démontrées utiles à la population, même si elles sont portées par le ministère de la Santé. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans l'échelle gouvernementale, le ministère de la Santé pèse pas très lourd par rapport au ministère de l'Agriculture ou de l'Économie et des Finances. Quand il y a des arbitrages interministériels, c'est souvent extrêmement difficile à ce que le ministère de la Santé se fasse entendre. Donc il faut qu'on fournisse au ministère de la Santé aussi beaucoup d'éléments, pas seulement scientifiques, mais de médiatisation pour que tout ceci rentre dans le débat public et permette de contrebalancer le poids du ministère de l'Agriculture qui répond au lobby. Et est-ce que justement sur la stratégie des lobbies de l'agroalimentaire, est-ce que vous savez un peu comment ils s'y sont pris Vous avez été voir Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre de l'Agriculture. Est-ce qu'il y a eu un peu de chantage à l'emploi aussi qui a été avancé Si vous pouvez nous décrire un peu la stratégie. Oui, les lobbies utilisent toujours les mêmes stratégies. D'ailleurs, aussi bien dans l'alimentation que sur le tabac ou sur l'alcool ou la sécurité routière, enfin l'inverse. L'absence de mesures de sécurité routière, les lobbies utilisent toujours les mêmes méthodes. C'est d'abord d'essayer de bloquer la mesure. Et pour ça, ils ont des techniques. Ils vont discréditer la science qu'il y a derrière, donc essayer de discréditer les travaux scientifiques, discréditer ceux qui les portent en disant c'est des mesures et c'est porté par des hygiénistes, des ayatollahs, des moralisateurs, des gens qui veulent être liberticides, toucher à votre liberté, conduire vite, de boire de l'alcool, de fumer ou de manger ce que vous voulez. Donc, ils utilisent beaucoup ce type d'arguments et ils font passer ces messages auprès des politiques. Alors ça va être des élus locaux, des députés, des sénateurs, ça va être le ministre de l'Agriculture, et avant Madame Genevard, on a vécu ça avec les différents ministres de l'Agriculture, M. Le Foll, M. Travers, etc. Donc, ça, c'est une première tentative. Quand ils ne peuvent pas bloquer, les lobbies vont tenter de retarder la mise en place. Alors, par exemple, pour le Nutri-Score, ils ont proposé, à chaque fois, ils sortaient du chapeau une alternative en disant « Ah oui, le Nutri-Score, vous dites que ça marche, mais moi j'ai un autre logo. » Et on n'est jamais aussi bien logotisé que par soi-même, donc ils sortaient leur propre logo en disant « Peut-être mon logo marche mieux ». Et donc, évidemment, ça retardait, puisqu'il fallait tester le nouveau logo, etc. Donc, ils sortent des alternatives pour essayer de retarder la mise en place. Ils jouent sur les délais. Donc, vous voyez, l'histoire que je vous ai racontée, vous m'avez posé la question sur l'application du nouveau Nutri-Score en France, ils ont gagné 1 an. Pendant 1 an, les produits ont gardé l'ancien Nutri-Score, ils vont garder encore avec un délai. Donc, pendant ce temps-là, ils continuent à faire leurs bénéfices. Donc, ils essayent de retarder, et ensuite, si malgré cela, la mesure est choisie, ils vont essayer de la dénaturer. Alors, vous savez peut-être pour la loi E20 sur la réglementation de la consommation d'alcool, il y a des brèches aujourd'hui, on accepte la communication, c'est pour dire qu'il y a un produit du terroir, etc. C'est pareil pour le Nutri-Score. On essaye de dire les produits qui ont une AOP, une appellation d'origine ou une appellation protégée ou contrôlée devraient être exemptés. Donc on essaye de dénaturer. Les produits laitiers, Danone dit nous, il faut une exception. Les produits laitiers devraient être à part, bénéficier d'un mode de calcul différent. Donc c'est vraiment des stratégies bien huilées. Je raconte dans mon livre un peu tout ce que j'ai pu voir de l'intérieur en président de PNNS, ces réunions secrètes qu'il y a entre ces
différentes firmes agroalimentaires, les distributeurs même qui se détestent, mais qui vont s'allier au moment où ils ont besoin d'avoir un intérêt commun. J'ai eu la chance d'avoir des fuites, accès à des fuites, des mails qui me sont arrivés confidentiels ou autres. Il y a des stratégies bien organisées. Donc, on cible, on essaie de dire, ben voilà, il faut qu'on fasse monter au créneau des scientifiques qui vont contrecarrer les propositions, il faut financer des travaux qui vont montrer que la mesure n'est pas efficace. On a eu accès, on a pu avoir accès, et ça a pu être aussi largement médiatisé. En 2016, par exemple, un cache investigation a montré comment les lobbies arrivaient à faire passer des amendements au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour essayer de bloquer la mise en place du Nutri-Score en fournissant clé en main l'amendement. Il y a juste à mettre la date et le nom du député ou du sénateur. Il a un texte qui va ensuite venir annoncer en séance pour porter un amendement pour bloquer telle ou telle mesure, notamment le Nutri-Score. Il y a d'ailleurs une très belle anecdote, si vous avez l'opportunité de vous le retrouver sur Internet. Donc, quand il y a eu ce cache investigation, la journaliste, avec qui on a travaillé pendant 1 an pour faire une enquête vraiment très, très, très forte, a interviewé un sénateur. Et ce sénateur, sur Nutri-Score, pourquoi il y avait des blocages, pourquoi ce sénateur était très embêté par les questions. Il faut dire qu'il n'était pas extrêmement brillant. Mais il était très embêté pour répondre. Son attaché parlementaire, sentant qu'il est bloqué, il utilise, ça c'est une technique très souvent qui est faite, quand ils sont bloqués par dans une situation embarrassante, l'attaché parlementaire vient, dit « Ah, ben, il y a une question importante à résoudre, est-ce que vous pouvez venir pendant 10 minutes ?» À ce moment-là, le sénateur s'en va pour discuter avec son attaché parlementaire, sauf qu'il oublie qu'il a gardé le micro-cravate. Et à ce moment-là, on entend, et là, évidemment c'est enregistré, ça s'est passé dans cache investigation, le sénateur dirait à son attaché parlementaire « Elle m'emmerde cette journaliste ». Bon, ça, c'est pas surprenant, et ça, on s'y attendait. Je ne sais pas quoi répondre. Il faudrait téléphoner à l'ANIA. L'ANIA, c'est l'Agence nationale des industries alimentaires. C'est ce très puissant lobby qui regroupe tout l'agroalimentaire français. Il faudrait téléphoner à l'ANIA pour lui demander qu'est-ce que je dois répondre. Et donc, il dit ça en direct. Donc, on voit comment les lobbies arrivent à infiltrer le Parlement. C'est vrai en France, c'est vrai à Bruxelles, hein. Là c'est aussi caricatural. Et donc ces lobbyistes arrivent à essayer de mobiliser des politiques, parfois malheureusement quelques scientifiques, quelques professionnels de santé, arrivent à financer aussi des médias, financer à l'intérieur des colloques, des sessions spéciales pour essayer de discréditer les mesures qui les dérangent, notamment le Nutri-Score. Donc tout ça, on a eu la chance de pouvoir le faire. Et ce qui est extrême, enfin de pouvoir le voir et le dénoncer. Et vous voyez, c'est très compliqué parce qu'on est face à des lobbies économiques, mais qui vont avoir des relais politiques. Et aujourd'hui, mais peut-être vous voulez traiter un peu plus tard, par exemple au niveau européen, on essaye à ce que le Nutri-Score devienne obligatoire et pour ça il faut changer une réglementation européenne. On retrouve là aussi ces puissants lobbies, les industriels, les secteurs agricoles, donc les producteurs de fromage, de charcuterie, de viande, qui sont des syndicats très 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 puissants. Et puis on retrouve des politiques. Et là on a même un État, l'Italie, on va y revenir. Donc, vous voyez, au niveau national, vous avez des politiques, au niveau parlementaire ou ministre, et au niveau européen, vous pouvez même avoir des gouvernements qui deviennent lobbyistes. Et justement, face à cette stratégie de l'industrie agroalimentaire, vous, qu'est-ce qui a été déployé de façon assez opérationnelle là pour faire signer cet arrêté Comme vous disiez, il y avait occupé la place publique, mais le débat public, mais plus largement, quelles ont été les actions menées avec les associations de patients Oui, avec mes collègues ces dernières années, alors depuis quand même longtemps, puisque le PNNS a été aussi un laboratoire pour comprendre comment agissent les lobbies et comment essayer de contrecarrer l'action des lobbies, c'est qu'on a vite compris qu'il fallait qu'on sorte de nos laboratoires, de nos hôpitaux, qu'il fallait que
bien sûr qu'on produise de la science. Vous voyez, on est en quelque sorte des activistes, mais pas avec une idéologie derrière. Notre seule idéologie, c'est la science et l'intérêt de la santé publique. Donc on ne se bat pas pour défendre, on n'a aucun intérêt personnel, on n'a aucun intérêt derrière autre que la santé publique. Et on a compris qu'il fallait qu'on sorte de notre environnement habituel pour essayer à ce que ces questions-là soient mises sur la place publique, rentrent dans le débat public. Et donc, très rapidement, alors dans le PNNS, ça a déjà été fait pour beaucoup d'actions dans lesquelles on avait beaucoup de difficultés, mais malgré ça, on a eu beaucoup d'échecs. Avec le Nutri-Score, c'est très emblématique du fait qu'en sortant notre monde habituel professionnel, en rencontrant en effet les autres acteurs sociétaux, donc on a commencé à rencontrer les associations de consommateurs, les associations de patients, des ONG concernées du champ de la science, de la santé, en rencontrant aussi quand même des politiques, et dans certains évidemment pouvaient être sensibles à nos arguments, en sollicitant beaucoup d'initiatives citoyennes, que ce soit des applications pour contourner les industriels qui refusaient, en essayant de susciter l'intérêt de citoyens pour que soient lancées des pétitions. Au moment où Nutri-Score au tout départ de Nutri-Score, une pétition a été lancée par des citoyens, il y a eu 250 000 signatures. Quand vous arrivez à avoir ce type de pétition, c'est très important. Le citoyen qui a lancé cette pétition a été reçu au ministère de la Santé par le cabinet des ministres, parce que tout de même ça interpelle et puis ça favorise dans les échanges interministériels, dans les arbitrages interministériels, la démonstration de cette pression sociétale. Donc on a beaucoup discuté, dialogué, conçu des actions communes, des tribunes, des pétitions, et médiatisation très forte. On a été voir les médias avec les éléments scientifiques en disant on ne vient pas vous voir parce qu'on a quelque chose à vendre, on vient vous voir parce qu'on est face à des grands problèmes de santé publique, que la science est derrière et qu'on se heurte à des difficultés. Et la chance qu'on a eue avec le Nutri-Score, c'est qu'on a eu un énorme soutien médiatique qui continue. Donc, on continue à se battre, il y a encore beaucoup de combats. Il y a encore beaucoup de pétitions et je vous invite à signer toutes les pétitions. Il y a des pétitions pour les professionnels de santé pour qu'ils soient rendus obligatoires. Il y a des pétitions citoyennes pour pointer du doigt quand même l'attitude assez malhonnête de Danone et qu'il revienne sur sa décision. Il y a des pétitions pour qu'ils deviennent obligatoires en Europe. Plus il y a d'initiatives aussi citoyennes, plus on peut peser lourd, tant sur la médiatisation que sur les politiques. Super, merci beaucoup. Et justement, là, donc, il y a eu cet arrêté qui a été signé. C'est quoi les prochaines étapes au niveau plutôt opérationnel? À partir de quand, nous, consommateurs, on va pouvoir retrouver dans les rayons le nouveau Nutri-Score et comment distinguer les deux? Je crois qu'il y a un nouveau logo, mais si vous pouvez un peu nous expliquer. Oui, il y a un délai qui a été accordé, et c'est légitime, aux industriels et aux distributeurs pour mettre en place le nouveau Nutri-Score. Pour la raison que je vous ai donnée, il faut écouler les stocks. C'est vrai que pour les conserves, c'est des stocks très sur des mois, voire des années, qui sont dans des entrepôts, qui sont chez les distributeurs. Et donc, il y a 2 ans qui ont été donnés aux industriels pour se mettre en conformité avec le nouveau Nutri-Score. Ce qui veut dire qu'il y a une période de transition où sur un même rayon, on peut avoir l'ancien, des produits qui sont dans les stocks, et puis des produits qui viennent d'être fabriqués, qui doivent avoir le nouveau Nutri-Score. Donc on a proposé, et on a demandé aux industriels qui mettent un petit bandeau bleu en dessous du Nutri-Score où il y a marqué nouveau calcul, qui permettra aux consommateurs de juger. Ça devrait être quand même assez rapide. Et il y a déjà certains industriels qui, avant même qu'il y ait la signature, avaient anticipé déjà. Il y a certaines huiles d'olive, par exemple, chez certains distributeurs, qui sont classées B. Alors c'est curieux parce que vous pouvez avoir dans le même rayon, en effet, une avec le B et une avec le C. Bon, donc avec j'espère, le petit bandeau bleu, nouveau calcul, ça permettra de faire la différence. Il y a une période de transition, on demande aux opérateurs économiques, notamment aux distributeurs, de mettre des panneaux, de mettre des informations, ils devraient le faire.
Il y a des applications, notamment OpenFoodFacts, qui a une application qui permet de scanner les produits et de voir le nouveau Nutri-Score, donc chacun peut vérifier, mais ça prend un peu de temps. C'est vrai qu'il va y avoir une petite période de transition un petit peu compliquée, mais ça devrait se régler en quelques mois, peut-être quelques semaines, parce que ce qu'on dit par exemple aux fabricants de produits frais, vous n'avez aucune excuse, vous ne pouvez pas continuer. Donc avec les associations de consommateurs, ils vont surveiller, faire du bruit, si les choses ne bougent pas assez vite. Maintenant, il y a d'autres challenges qui sont prévus. On a gagné, vous savez que le Nutri-Score, comme toutes les mesures de santé publique, on gagne une bataille, mais on ne gagne pas la guerre, il y a encore d'autres batailles. Il y a par exemple l'extension du Nutri-Score qui était prévue déjà dans la proposition faite en 2014 à la restauration collective et au vrac, aux produits bruts. Alors pour la restauration collective, c'est fait. Officiellement, c'est une expérimentation qui est en cours, mais la méthodologie est donnée qui fait que les chaînes de restauration collective, les CROUS pour les restaurants universitaires, peuvent le faire et commencent à le faire. Et il y a des grandes sociétés de restauration collective qui le font aussi. Donc ça, c'est quasiment aussi un élément gagné. Pour le vrac, ça fait 1 an qu'on travaille avec le ministère, enfin les différents ministères. Là aussi, vraisemblablement, il y a des blocages au niveau du ministère de l'Agriculture, mais ça devrait se résoudre parce que c'est dans le PNNS, c'est dans la préparation du PNNS 5, c'était déjà dans le PNNS 4, et vous savez qu'il y a une stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, la SNANC, qui émerge des consultations citoyennes qui ont eu lieu déjà il y a un certain temps, ça fait un bout de temps qu'on l'attend, la SNANC. Elle a eu du mal à sortir parce que là aussi les lobbies ont été très très puissants pour essayer de bloquer les objectifs de réduction de consommation de viande ou de charcuterie, mais si la SNANC, le projet est sorti il y a 3 ou 4 jours, vous le trouvez assez facilement sur Internet, c'est très bien fait dans les constats, dans les objectifs c'est un peu moins bien fait, et ont disparu certains objectifs qui déplaisent au lobby, mais d'autres ont pu passer, entre autres l'extension du Nutri-Score au vrac. Donc ça devrait être aussi réglé. Mais les 2 grands challenges qui restent, c'est le fait qu'ils deviennent obligatoires, et ça au niveau européen, on a perdu une bataille importante, donc on essaie de pousser à ce que l'État français le rende obligatoire, même si ça n'est pas conforme à la réglementation européenne. Donc ça c'est une bataille très compliquée, on y reviendra peut-être. Et puis l'autre bataille, c'est le fait de rajouter ce bandeau noir pour dire qu'un produit est ultra transformé. Et là, ça réveille les lobbies, mais même parmi ceux qui ont accepté le Nutri-Score, il y en a qui ne se voient pas d'un bon oeil le fait qu'on dise que leurs produits, les fabricants de steaks végétaux par exemple, ne vont pas être très contents, même s'ils ont adopté le Nutri-Score, qu'on leur rajoute que le produit est ultra transformé. Donc il y a encore de lourdes batailles en perspective. Et au sujet des prochaines étapes, nous on avait une question aussi sur laquelle on s'interroge beaucoup avec l'AM et le SPI, c'est est-ce qu'il y a une politique aussi pour accompagner en fait ce Nutri-Score, pour accompagner au quotidien le consommateur à comprendre pourquoi il y a certains industriels qui ne l'affichent pas, et aussi comprendre que c'est bien sur la valeur nutritionnelle et qu'il n'y a pas forcément tout ce qui est ultra transformé, les autres labels sur l'agriculture biologique. Est-ce qu'il y a une politique aussi pour accompagner le consommateur? Et c'est aussi une question qu'on avait pour vous ce soir, de comment est-ce qu'on peut accompagner en tant que professionnel de santé et en tant que citoyen, quelles seraient les bonnes initiatives à mettre en place pour accompagner chacun à bien comprendre ces trucs. Ah oui, c'est une question fondamentale. Et quand on avait fait la proposition du Nutri-Score dès 2014, on disait qu'il faut qu'il y ait une pédagogie d'accompagnement, à la fois au niveau national, mais avec aussi tous les relais, les professionnels de santé en tout premier lieu, le monde de l'éducation, les travailleurs sociaux. Alors il y a un certain nombre d'outils. Le Nutri-Score, il est géré par Santé publique France. C'est une marque déposée pour éviter qu'il y ait des contrefaçons ou qu'il y ait des détournements. Et Santé publique France, avec beaucoup d'expérience, a développé des outils. Il y a eu, alors, vous voyez, ça remonte à 2017, donc vous étiez encore plus jeune que vous ne l'êtes et vous avez peut-être moins concerné, mais il y a eu des campagnes déjà de communication qui ont été faites au moment de l'annonce du Nutri-Score. Il y a eu des outils en plus toutes ces années qui ont été développés
à l'initiative donc, de Santé publique France, qui sont disponibles sur le site, des brochures, des leaflets, il y a eu des spots qui ont été faits, d'autres structures, la nôtre entre autres. On a développé aussi du matériel pédagogique. À la fois donc pour le grand public, pour les citoyens, pour les consommateurs et pour les professions relais, notamment pour les professionnels de santé. On a travaillé avec des structures spécialisées pour faire des fiches. C'est insuffisant, et c'est vrai que depuis des années, moi et mes collègues, on se plaint en disant qu'il faudra aller plus loin. Alors, pour le nouveau Nutri-Score, il était prévu au moment où devait être signé et mis en place le Nutri-Score déjà il y a 1 an, une campagne. Santé publique France a déjà préparé une campagne qui doit être télévisée avec des relais radio pour donner un cadre un peu national sur comment utiliser le nouveau Nutri-Score, pourquoi, comment. Ça a été retardé puisqu'elle n'a pas pu sortir, il fallait que l'arrêté soit signé. Là, évidemment, avec le retard, il faut réserver les temps d'écran plusieurs mois à l'avance. Donc, au mois de fin juin, début juillet, va sortir cette campagne. Santé publique France vient de sortir, par contre, une brochure très bien faite qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui peut être téléchargée, utilisée par les professionnels relais, notamment les professionnels de santé, et par les consommateurs eux-mêmes. Donc, il va y avoir un peu plus de matériel, il en faudrait encore plus. Maintenant, vous avez raison, il faut un cadre de référence, et ça, c'est l'Agence nationale de santé publique, enfin Santé publique France qui peut le faire, le ministère de la Santé, des équipes de recherche. Puis après, il faut que les acteurs de terrain se l'accaparent. Donc, on compte beaucoup sur les professionnels de santé. Alors déjà, je vois, il y a des réseaux de professionnels de santé qui demandent ces brochures pour les mettre dans leur salle d'attente, pour pouvoir en parler. Il faut qu'on sensibilise les professionnels pour l'intégrer dans les discussions qu'ils peuvent avoir avec leurs patients. Donc leur donner les outils pour qu'ils puissent aussi avoir le matériel de réflexion. Donc, plus il y aura de professionnels de santé qui sont parmi tous les professions relais, ceux qui sont les plus crédibles dans le champ de la santé, plus on aura sûrement un impact. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des études qui montrent que 97% de la population connaît Nutri-Score en France. Santé publique France qui fait une espèce de baromètre presque toutes les années, pas tout exactement, mais sur la perception, la perception Nutri-Score, a montré que 90% de la population plébiscite le Nutri-Score. Donc, en sachant, en ayant compris, alors, il reste encore 10% qui n'ont pas compris, que c'était quelque chose qui venait des autorités de santé publique, que ça n'était pas un logo porté par les industriels. Et ça, c'est aussi grâce à toute la médiatisation qu'il y a eu, tous les scandales, tout le bruit, qui a donné une crédibilité, malgré nous, au Nutri-Score. 94% souhaiteraient qu'il soit obligatoire. Et ce qui est extrêmement intéressant dans toutes ces études, que ce soit faites par Santé publique France ou par Kantar ou par des structures de marketing, c'est que, ça devrait amener les industriels à réfléchir, c'est que la grande majorité des consommateurs font plus confiance à un produit, même s'il a un D ou un E, mais qui affiche le Nutri-Score, qu'à son concurrent qui ne l'affiche pas. Et ça, c'est un discours que nous, on pousse beaucoup à avoir avec les associations de consommateurs, avec les ONG, et auprès des professionnels de santé, dans toutes les conférences qu'on fait, dans toutes les formations qu'on fait des professionnels, c'est de faire passer le message, via donc les relais, auprès du grand public, qu'un produit qui n'affiche pas le Nutri-Score, c'est obligatoirement un produit qui est mal classé par le Nutri-Score, mais en plus, c'est une marque qui n'a même pas le respect des consommateurs, qui ne joue pas le jeu de la transparence. Et on espère un peu appeler à une sorte de boycott. C'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit de faire des appels au boycott officiels. On est poursuivi. Bon, on a déjà fait l'objet de poursuites, donc on est un peu habitué, mais tout de même, il y a des cadres juridiques. Donc les associations de consommateurs utilisent des éléments de langage un peu tarabiscotés pour dire détournez-vous ou tournez-vous plutôt vers des sociétés qui jouent le jeu. Donc tous ces messages, vous en tant que professionnels de santé et nous tous en tant que citoyens, on peut d'abord les mettre en pratique dans nos propres achats,
Et ensuite, on peut les diffuser autour de nous, dans notre cadre professionnel, et puis dans notre cadre même personnel auprès de nos amis. On a les réseaux sociaux, c'est abominable les réseaux sociaux, mais on a compris qu'il fallait être dessus. Donc là encore, on peut véhiculer. Alors, on ne répond pas à toutes les insultes, menaces qu'on peut recevoir, mais on peut véhiculer des messages postés, donc on essaye de diffuser. Et on a tous un rôle à jouer, particulièrement quand on est dans le champ de la santé. Et justement, est-ce que vous auriez des idées un peu à nous partager sur l'induction de changements de comportement ou plutôt des difficultés que vous rencontrez en tant que professionnel de santé ou en tant que consommateur, justement sur l'usage du Nutri-Score, où vous êtes un peu perdu parfois dans les rayons? Est-ce que vous auriez des pistes? Sinon, on passe à la partie d'après. Peut-être le temps de... vas-y, si t'avais... Moi, j'avais remarqué qu'il y avait aussi un indicateur qui c'était le Planet Eco. Et il y avait 3 scores, en fait. Et pour quantifier, je trouvais ça assez pertinent de penser le Nutri-Score en termes de qualité de produit, qualité nutritionnelle, impact écologique. Est-ce que ça a déjà été soulevé? Est-ce que c'est réalisable? Voilà. Parce que en soi, ça pourrait permettre aux consommateurs de mieux se retrouver plutôt que d'avoir un indice très composite. Vous soulevez une question qui est extrêmement importante justement dans la communication. Alors, on a vu, il va falloir qu'on soit très attentif à communiquer, puisqu'il y a des gens qui, en effet, se disent pourquoi il n'y a pas les additifs, ou qui croient qu'il y a des additifs dedans. Donc, il faut qu'on communique dessus. Sur le matériel pédagogique, si vous allez sur notre blog, nutriscore.blog, on a beaucoup de matériel pédagogique qui met à disposition, qui explique pourquoi il n'y a pas les additifs, pourquoi c'est calculé par 100 grammes et pas par portion, qui reprennent d'ailleurs souvent des questions pertinentes, mais qui sont parfois instrumentalisées. Et il y a une question qui revient très souvent, il y a un logo environnemental. Est-ce que c'est la même chose qu'un logo environnemental, le Nutri-Score? Alors, vous avez parlé, il y a le Planet Score et l'Eco-Score, qui sont des logos qui traduisent l'impact environnemental d'un produit. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la composition nutritionnelle. Mais, par exemple, le Planet Score, en effet, il y a différentes dimensions. Et dans une des dimensions, ils utilisent un format graphique qui est très proche du Nutri-Score, ce qui entraîne des confusions. Alors, Planet Score, comme Eco-Score, ce ne sont pas des logos officiels. C'est des logos qui sont portés par parfois des associations, des ONG, des industriels. Ils peuvent être très bien faits, mais ce ne sont pas des logos officiels. Et ce qui est extrêmement important qu'on fasse comprendre, et il faudrait qu'il y ait cet accompagnement pédagogique, et chacun peut, à son niveau, y participer, c'est que ce sont des logos qui n'ont rien à voir. Un, c'est la santé individuelle, le Nutri-Score. Les autres logos, que ce soit le Planet Score, l'Eco-Score, il devait y avoir un logo officiel français. On l'attendait, l'ADEME avait été saisi pour le proposer en 2024. C'est très compliqué à faire parce que un logo nutritionnel, c'est compliqué, mais il y a quand même beaucoup de travaux scientifiques. Un logo environnemental, vous faites intégrer la biodiversité, les conséquences sur la couche carbone, etc. C'est très difficile à faire. L'ADEME n'a toujours pas rendu sa copie, mais les logos environnementaux qui existent peuvent être des sources de confusion. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y ait le Nutri-Score, même avec son bandeau noir, c'est la santé individuelle, et à côté, qu'il y a un logo environnemental qui informe le consommateur sur les conséquences planétaires, sur la santé de la planète, de la production de l'aliment. S'il vient du bout du monde, ils peuvent être juxtaposés. Il faut qu'on explique que ce sont deux choses différentes. Après, le consommateur peut hiérarchiser, se dire ce produit est bien classé par le Nutri-Score, mais mal classé pour la planète, je privilégie la santé de la planète, c'est son droit. Je ne prends pas ce produit. Ou à l'inverse, il peut dire il est mal classé, mais il est bon pour la planète, je le prends. Donc, on laissera la liberté au consommateur. Mais il ne faut pas que ces deux logos soient compris comme étant représentant la même dimension. Et ça, on a un peu de mal aujourd'hui avec les gens de Planet Score ou d'Eco-Score qui s'inspirent vraiment du logo Nutri-Score et donc qui jouent sur une confusion. Et on a un bon exemple de cette confusion qui peut être utilisée, par exemple, c'est Bjorg. Bjorg, qui est une marque sympathique, qui fait des produits sympathiques et bio, c'est très bien. Et Bjorg était un chaud partisan du Nutri-Score,
jusqu'au moment où le nouveau Nutri-Score a considéré que ces boissons végétales, quand du fait du sucre ajouté qu'elles contiennent, devaient être plus pénalisées. Et donc, toute leur gamme de boissons végétales, qui étaient bien classées jusqu'à présent, sont mal classées, à juste titre, parce qu'elles sont très sucrées. Alors, ça a fâché Björg, qui a été très hypocrite, et qui a dit, en fin de compte, je vais enlever le Nutri-Score, et je vais mettre à la place le Planet Score. Et ça, c'est une tromperie pour le consommateur, parce que, d'une part, comme le système graphique est à peu près le même, quand vous regardez rapidement, vous voyez ABCDE, du vert au rouge, vous avez l'impression que c'est toujours le Nutri-Score, sauf que ça n'a rien à voir. Et d'un autre côté, comme on a expliqué à Björg, c'est bien de vouloir mettre un logo environnemental. Nous, on est très partisans, enfin moi et mes collègues, on est très partisans à ce qu'il y ait un logo aussi environnemental sur les produits, pourquoi pas, mais à côté du Nutri-Score, pas à la place du Nutri-Score. Donc, lorsqu'il va y avoir un logo environnemental officiel de l'ADEME, là, on aura un format graphique qui ne devrait pas être concurrent du Nutri-Score. Il devrait s'appuyer quand même sur de la science derrière et il devrait pouvoir être associé au Nutri-Score et ne pas se substituer. Et là, c'est vrai qu'en attendant, c'est très important. Alors, on l'a dénoncé beaucoup dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais c'est de pointer du doigt sur la manipulation qui est faite par Björg, extrêmement hypocrite, de retirer un logo, d'en mettre un qui ressemble à la place, parce que là, c'est une tromperie réellement du consommateur. Et donc, c'est important de le dénoncer. Vas-y, si tu veux. Je voulais juste poser une question par rapport à des marques comme Yuka, qui se sont construites un peu en parallèle du Nutri-Score, du coup, qui sont là des marques privées, qui en tout cas viennent pas de l'État. En tant que consommateur, laquelle vaut mieux que l'autre, et comment on fait pour distinguer du coup ce qui est bon, pas bon, et après... Vous parlez, pardon, excusez-moi, de Yuka? Oui. D'accord. Qui est une application en fait. Hein. Et qui du coup a fait un peu en parallèle du Nutri-Score, nous donner aussi des informations sur les additifs là par exemple. Mais comme c'est plutôt privé, on ne sait pas trop. Oui. Alors, en effet, depuis quelques années, on fleurit beaucoup d'applications qui disent je vais donner au consommateur le moyen, en scannant un produit, d'avoir une information sur sa qualité ou sa valeur santé. Alors, il y a énormément d'applications. Il y en a qui, la note globale prend 10 critères, va prendre la qualité nutritionnelle, le revenu des agriculteurs, le bien-être animal, l'impact sur la planète. Yuka est une application sympathique, très bien faite, mais qui fait ce que les scientifiques n'ont pas osé faire, c'est-à-dire va agréger dans une note globale la composition nutritionnelle, et d'ailleurs ils prennent théoriquement le Nutri-Score, c'est pas réellement parce qu'ils le réinterprètent sur certains produits, et puis ils vont prendre une partie de la note sur les additifs. Mais chose extraordinaire, c'est qu'on n'a pas au niveau international scientifiquement des bases de données qui permettent réellement de considérer chacun des additifs en termes d'effets néfastes, et notamment les effets cocktails et synergiques, mais eux ne se sont pas gênés. Et puis, une partie de la note qui est, est-ce que le produit est bio? Et ils ont décidé, par une vision du Saint-Esprit, que ça serait 60% pour le Nutri-Score, 30% sur les additifs et 10% sur les résidus de pesticides. Alors pourquoi 60, 30 et 10? Pourquoi pas 40, 40, 20 ou 20, 30, 50? Personne aujourd'hui dans le monde est capable de pondérer ces différentes dimensions. Et puis, en les mélangeant, comme je dis, sa moyenne, ça fait perdre la signification. Ce n'est pas complètement faux, mais ça fait perdre la signification. Et en plus, c'est très difficile de dire les additifs, de classer les additifs. Et on peut le dire, nous, notre équipe travaille depuis 10 ans et on a des bases de données considérables. Et dans la cohorte Nutri-Net Santé, on regarde les additifs consommés. Parce que ça dépend des doses, et ça, c'est un secret de fabrication, donc on n'a pas accès à ces données. Et qu'il y a des effets cocktails et synergiques. Et d'ailleurs, la publication qui est parue aujourd'hui, c'est très intéressant. Ça vous montre que des cocktails peuvent avoir des effets néfastes. Donc, Yuka, c'est une application
qui a un intérêt, parce qu'elle a sensibilisé les consommateurs, les politiques et les industriels, mais ça ne repose pas sur de la science. Ce n'est pas complètement faux, mais pour beaucoup de produits, c'est faux. C'est une start-up qui a un business plan. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont pareils, qui sont des start-up avec des business plans, qui essayent de monter pour ensuite être vendus, rachetés ou autre. Mais beaucoup de ces applications sont discutables. Il y a une application qui, elle, est vraiment faite par des bénévoles, qui a un statut associatif, qui n'a aucun intérêt, ce sont des gens qui ne sont pas payés, c'est Open Food Facts. C'est moins ergonomique que Yuka, mais eux s'appuient sur des scientifiques derrière, et on travaille avec eux depuis la naissance du Nutri-Score, parce qu'on les a contactés très tôt, et c'est des gens qui ont créé une sorte de Wikipédia des aliments, et qui font un travail très sérieux. Donc, ce que l'on dit, c'est que les applications comme Open Food Facts ont l'avantage de pouvoir contourner, alors pendant longtemps c'était vrai quand il y avait peu d'industriels qui utilisaient Nutri-Score, et aujourd'hui encore ceux qui refusent, ou ceux qui se désengagent, de pouvoir avoir accès à la donnée. Et eux, c'est scientifique. Toutes les autres applications n'ont pas de base scientifique. Et d'ailleurs, Yuka, il n'y a aucun scientifique associé avec eux, aucun professionnel. Ce sont des gens de marketing qui sont sympathiques, hein. Je les ai rencontrés déjà. J'ai essayé de les pousser à mettre au départ des scientifiques derrière, mais ils ont un autre mode. Ces gens qui sortent d'écoles de commerce et d'écoles de marketing, de bonne volonté, mais qui voient la science comme quelque chose où on peut facilement, en lisant un article de journal, voir telle ou telle chose et considèrent que ça leur permet de classer les choses, ce que ne font pas les scientifiques et les professionnels. Donc, d'une façon générale, Open Food Facts, c'est la seule application et elle est soutenue par Santé publique France. Et d'ailleurs, la définition d'Open Food Facts, c'est de dire, nous, à terme, on doit disparaître. Parce que ce qui est important, c'est que toutes les informations soient sur l'emballage, pas sur une application. Vous avez déjà fait vos courses avec une application, même Yuka qui est très bien fait, elle est très ergonomique. Si vous devez comparer les produits entre eux, ça prend beaucoup de temps. Donc les populations, notamment les plus défavorisées. Donc, oui, prenez une application si vous voulez avoir d'informations complémentaires, prenez celle qui est validée scientifiquement comme Open Food Facts, et à terme, il faut que l'information essentielle figure sur la face avant des emballages des aliments. Merci. Et peut-être sur justement cette perspective plus lointaine du Nutri-Score, même si on souhaite que ça arrive plus tôt. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, il y a à peu près 6 produits sur 10 qui affichent le Nutri-Score. Vous avez démontré aussi l'importance de le généraliser au niveau européen et de le rendre obligatoire. Est-ce que vous pourriez revenir sur encore une fois, à qui on ferait face, comme on avait pu faire face aussi en 2022 au niveau de la Commission européenne, et notamment de parler de l'Italie, qui fait vraiment du Nutri-Score un combat de tout un pays, pour y revenir rapidement là dans le temps qu'on a sur la fin. Alors, vous comme moi, on n'est pas naïfs, on se doutait bien en proposant le Nutri-Score que s'il n'était pas rendu obligatoire, s'il était facultatif, il y aurait ceux qui joueraient le jeu pour diverses raisons et ceux qui ne le joueraient pas. Donc, d'emblée, on souhaitait que le Nutri-Score devienne obligatoire. Il n'a pas été rendu obligatoire ni en France ni dans les 6 autres pays, non pas par manque de volonté politique, pour avoir échangé beaucoup avec les ministres de la Santé, mais c'est parce qu'il existe une réglementation européenne, qu'on appelle le règlement INCO, Information des consommateurs, qui avait été discuté dès 2005 au niveau européen, lorsque déjà était soulevée, notamment par les Britanniques, l'idée qu'il y a un logo pour mieux informer le consommateur. Ce règlement a été discuté pendant 6 ans. Vous voyez que les lobbies ont été actifs. Ils ont dépensé plus d'1 milliard de dollars. Ce chiffre n'a jamais été contesté par les lobbies eux-mêmes. Et c'est un chiffre d'une structure qui s'intéresse et qui enquête sur les lobbies, qui est basée à Bruxelles. Et ils ont réussi pendant 6 ans à bloquer le règlement INCO, qui est sorti en 2011 et qui était très décevant, puisqu'il ne permettait que d'afficher ce fameux tableau incompréhensible et lisible sur la face arrière des emballages des aliments. Et les lobbies avaient été suffisamment actifs pour mettre un article qui interdisait aux États membres de rendre obligatoire un logo sur la face avant des emballages des aliments qui soit synthétique. Donc, lorsqu'on a proposé le Nutri-Score,
les services ministériels ont dit on peut l'officialiser, mais il ne sera pas obligatoire parce qu'on serait contraire au règlement INCO qui interdit, au nom de la libre circulation des produits, le fait qu'un État décide de rendre obligatoire un logo, d'ailleurs quel qu'il soit. Donc, il a été facultatif. Et on s'est dit, il faut changer la réglementation européenne. Et on a cru qu'il y a eu une conjonction des étoiles, puisqu'en effet, en 2020, la Commission européenne a annoncé sa stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, avec beaucoup de propositions sur le bio, les OGM, les pesticides, les circuits courts, etc. Et les lobbies, et entre autres, un article qui proposait qu'il y ait un logo basé sur la science qui devienne obligatoire dans les 27 pays de l'Union européenne. Et ça devait rentrer en vigueur en 2022. Évidemment, ça a réveillé Coca-Cola, Mars, Mondelez, Ferrero, Lactalis, qui sont montés au créneau, les grands syndicats agricoles, COPA, COGECA, qui regroupent tous les syndicats productivistes, dont la FNSEA en France, tous les syndicats européens, les fabricants de fromage, de viande. Tout ça a fait une grosse pression au niveau européen. Et puis, là est rentré un nouvel acteur, c'est l'Italie. Alors vous allez me dire, pourquoi l'Italie? Eh bien, parce qu'en fait, on a assisté en 2019 à un phénomène qui, nous, au début, scientifiques, nous faisait sourire. C'est qu'en Italie, on a commencé à avoir une instrumentalisation politique du Nutri-Score. Et au départ, c'est un leader politique, Matteo Salvini, qui est un leader d'un parti d'extrême droite, la Lega, qui, à l'occasion d'élections régionales, en Émilie-Romagne, a d'un coup pris le Nutri-Score pour dire le Nutri-Score, c'est un complot de l'Europe contre les produits made in Italy, notamment notre salami, notre gorgonzola, notre parmesan, notre provolone, notre prosciutto, etc. Et alors, au début, ça nous faisait rire, on se disait qu'est-ce que ça vient faire la guerre du parmesan là-dessus. On disait, de toute façon, le parmesan est aussi mal classé que le roquefort français, que la feta grecque ou autre, que le Nutri-Score ne tient pas compte. Mais il y a eu une récupération politique et c'était une façon pour des partis populistes et d'extrême droite de flatter la fibre identitaire, le rappel à la culture gastronomique, culinaire, les valeurs fondamentales italiennes. Et ce qui était au départ très anecdotique, eh bien, on a vu tous les partis au niveau national, populistes, d'extrême droite, donc Fratelli Italia, Forza Italia, le parti Berlusconi, le parti de Mme Meloni, récupérer et utiliser les arguments les plus fantaisistes en disant complot Europe, complot de la France, complot du couple franco-allemand, avec donc une instrumentalisation politique, des manifestations de rue contre le Nutri-Score, ma tête affichée dans les médias. J'ai reçu énormément de menaces de mort, d'insultes, absolument incroyables. Là, on a moins rigolé parce qu'on a vu que ça passait à un média. Et l'arrivée au pouvoir de ces partis, alors avant Mme Meloni, déjà, il y avait une coalition dans laquelle les partis populistes étaient présents, commençaient à mobiliser le monde politique, et avec l'élection de Mme Meloni, qui dans son programme politique avait établi qu'elle lutterait contre le Nutri-Score, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, eh bien, elle a usé de ce pouvoir au niveau européen, et avec donc les représentations diplomatiques de l'Italie auprès de l'Europe, avec le soutien des lobbies extrêmement importants. Donc, vous voyez la puissance de Ferrero en Italie, hein, c'est considérable, de l'Association nationale des industries alimentaires, des syndicats agricoles italiens. Ils ont fait une pression très forte au niveau de la Commission européenne. Il y a un rapport que Foodwatch a réussi à obtenir des parties prenantes et des rencontres entre les lobbies et les parties prenantes et les directions générales de la Commission européenne qui ont montré que la Commission européenne a reçu, à l'occasion de 17 réunions, les lobbies italiens portés par la représentation politique. Donc toute cette pression, ce rouleau compresseur politique et économique a réussi à bloquer. Et donc la stratégie Farm to Fork a été repoussée de 2022 à 2023, puis 2024, et n'est même plus à l'agenda en 2025. Donc là, on a perdu une bataille, et c'est pour ça qu'on pousse à ce qu'il devienne obligatoire en France.
Et donc nous, pour s'engager, à ce qui soit obligatoire, on peut s'engager sur notamment les pétitions que vous avez lancées récemment pour les professionnels de santé. Alors absolument, hein, on a à l'occasion d'une tribune qu'on a fait dans Libération, on a lancé un appel aux professionnels de santé, aux scientifiques hein, qui travaillent dans le champ de la santé, et tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, à signer une pétition. Vous la trouvez sur nutriscore.blog, sur le blog que je vous ai montré. Il y a un article qui reprend un peu le texte. C'est très facile, ça prend 3 minutes, même pas 2 minutes pour s'inscrire. Et il y a déjà 1800 professionnels, 1750, je ne sais plus, professionnels. Plus il y aura, et plus vous pourrez signer en nombre, la diffuser autour de vous, plus on pèsera lourd ensuite pour forcer la main au gouvernement français à transcender même l'aspect européen pour rendre obligatoire le Nutri-Score. Ça marche. Bon, ben, on vous diffusera alors ce lien pour vous inviter à signer la pétition. Merci beaucoup, professeur Herberg, que ce soit sur la première partie ou cette partie plutôt dédiée au lobbying. Je ne sais pas s'il y avait une ou deux questions éventuellement, mais je pense qu'on poursuivra peut-être plus tard les échanges, parce que je pense qu'on a le temps qui est assez contraint. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie de votre invitation, et puis moi ça me fait plaisir, moi je suis en fin de carrière, de voir des jeunes motivés, et peut-être ce que j'aimerais que vous reteniez comme message, c'est souvent une citation que même mes collègues reprenons du dramaturge Bertolt Brecht, c'est « Celui qui combat n'est pas sûr de gagner, mais celui qui ne se bat pas est sûr déjà d'avoir perdu ». Donc moi qui suis maintenant âgé, je compte sur vous et pour porter le flambeau de la défense de la santé et de la santé publique. Ça marche. Merci beaucoup.